Bonjour à tous. Donc, je suis ravi de venir vous parler un petit peu de ce que Françoise a proposé comme titre « Les champs frontières du HST ». Donc, les champs frontières, c'est une autre manière d'aller regarder les sources de la réionisation. Donc, on va se placer à des redshifts au-delà de 6 ou au moins s'en approcher et utiliser une technique un peu particulière qui est celle des lentilles gravitationnelles et le télescope spatial Hubble, donc le HST. Et en combinant ces deux-là, on va arriver à repousser les limites de nos télescopes. Les télescopes ils sont toujours de plus en plus gros. Malgré tout, on veut toujours avoir des télescopes de plus en plus gros. Quand on n'en a pas, on va les chercher là où ils sont dans le ciel. Et c'est les amas de galaxies. Donc je vais revenir un petit peu sur ce point-là. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues dans les cas non lentilles gravitationnelles, mais on va revoir les mêmes techniques, mais on va utiliser en plus cet élément qui est l'amas de galaxies avec toutes ces grandes galaxies très massives qui vont distordre les galaxies et les amplifier. Quel va être l'intérêt? Ça va être d'aller repousser les limites qu'on a sur les sources de la réionisation. On a une bonne connaissance de la fonction de luminosité des galaxies pour la partie brillante, mais on a assez peu de contraintes sur la partie faible. On arrive à des luminosités en magnitude absolue de l'ordre de moins 17 sur la fonction de luminosité, donc les plus brillantes sont ici, les plus faibles sont là. Et donc l'impact des galaxies de faible luminosité, c'est quelque chose de très important sur la réionisation. Et par ailleurs, on sait aussi que la résolution qu'on a sur ces galaxies, donc la taille effective sur le ciel de ces galaxies, est très limitée pour étudier la structure interne de ces galaxies. Donc, grosso modo, quand vous regardez des galaxies distantes, avec même le télescope spatial Hubble, vous voyez essentiellement des points. Et malgré tout, on pourrait se dire, si on veut aller regarder plus en détail ce qui se passe dans ces galaxies, résoudre leur structure interne, il faut arriver à zoomer. On voit ici un exemple de galaxie de l'univers local, de galaxie de faible masse, tail peak de galaxie de la réionisation. Si on la place par simulation à très grande distance, on commence à ne plus rien voir au niveau de sa structure interne. Et donc ces deux limites, on peut arriver à les repousser par des techniques de lentilles gravitationnelles. L'objectif, c'est vraiment de comprendre l'origine de ces photons qui vont réioniser l'univers à grand redshift. Donc je vais écarter dans ce séminaire la partie quasar, même s'il y aurait une contribution non négligeable. On pense que la majorité des sources de l'organisation serait certainement du côté des galaxies de faible masse et faible luminosité. Et le bilan des photons ionisants que l'on recherche va être proportionnel à la densité UV, au taux de photons ionisants produits par unité de photons UV et à la fraction d'échappement de ces photons ionisants. Donc, le nombre de galaxies qu'il y a, la densité de galaxies qu'il y a dans l'univers va nous contraindre le ρ UV, donc l'abondance des galaxies. Ces galaxies vont produire des photons ionisants, mais après, il faut qu'ils arrivent à s'échapper. Pour la partie ρ UV, on va utiliser donc la fonction de luminosité. Donc, je vais toujours me référer à la fonction de Schechter, que vous avez certainement déjà vue, qui représente la densité numérique des galaxies par luminosité. Dans la partie brillante, on a une coupure exponentielle, ça chute très fortement. Et dans la partie faible, c'est là qu'on a vraiment la grosse inconnue, et notamment cette pente alpha, qui représente la loi de puissance qu'il y a aux faibles luminosités dans la fonction de Schechter. Et cette partie-là est très importante, car quand on va vouloir sommer l'ensemble des contributions de ces galaxies jusqu'aux faibles luminosités, on va intégrer cette fonction de luminosité, et donc l'intégrale, la surface rouge que vous voyez ici, suivant la valeur de alpha, elle va varier très fortement. On va pouvoir utiliser donc la technique qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Je vais simplement faire un petit transparent historique, car il se trouve qu'on vient de célébrer l'an dernier les 100 ans de la première expérience de lentilles gravitationnelles, le 29 mai 1919, sur l'île de Principe. Donc le principe, c'est la déflexion des rayons lumineux par la courbure de l'espace, prévue par la relativité générale, la théorie d'Einstein. Donc Einstein, à l'époque, a prédit dès 1915 qu'il y aurait une déflexion des rayons lumineux à proximité des masses. Et l'expérience qui était prévue, c'est d'observer un champ d'étoiles, comme ça, ici à Oxford en février, et le même champ d'étoiles au mois de mai, à un moment où il y a une éclipse de soleil. Et la présence du soleil d'une grande masse va déformer l'espace, va courber l'espace, et la lumière qui provient des étoiles qui sont derrière le soleil ou juste à côté, ou sur le bord du soleil,
va s'écarter et la position apparente des étoiles donc, va avoir tendance à s'écarter du Soleil d'un petit angle. Cette mesure de la déflexion de la lumière, elle a été faite et a confirmé la théorie d'Einstein, et c'est vraiment ce qui a propulsé Einstein sur la scène internationale. Au début, c'est resté un peu un phénomène comme ça, un peu une fantaisie, une preuve de la relativité générale, et c'est tout. Cependant, il y a d'autres effets, et notamment, donc, il y a le déplacement de l'image de la source, c'est l'angle alpha qui permet de déplacer, qui montre le déplacement entre une source et son image, la mesure d'Eddington. Mais si je regarde ici une grille de points de tâches circulaires derrière une masse, ou ici un couple de masses, on voit que si on déplace soit les masses, soit les sources, que la forme de ces images va complètement varier et on va avoir des distorsions très importantes jusqu'à former des grands arcs, quasiment des cercles complets par ici. Et ça, c'est dû non pas à simplement la déflexion, mais au fait de la différence de déflexion qu'il y a entre une partie et l'autre bord d'une de ces tâches. C'est-à-dire que l'angle alpha d'une source ici et l'angle alpha de l'autre extrémité vont être différents, et ça va entraîner que l'image produite peut être agrandie et généralement agrandie. Et cet agrandissement, donc, c'est simplement le rapport des surfaces entre la tâche qu'on a observée par rapport à la tâche de départ. C'est comme un effet d'optique, c'est à brillance de surface constante, c'est-à-dire qu'au final, le gain qu'on va avoir en surface, on va l'avoir en flux. Et partout, pendant tout le reste de la présentation, je vais utiliser le facteur mu, qui est le facteur d'amplification, qui représente ce rapport des surfaces et donc qui est le gain en flux total de observer. Si on imagine ça, c'est une galaxie, ben la galaxie qu'on va observer, elle va être mu fois plus brillante et mu fois plus grande en surface. Voilà, donc dans les cas les plus extrêmes, on va avoir en plus une multiplication des images, c'est-à-dire que la même tâche va apparaître plusieurs fois, et ça va encore gagner en amplification, c'est-à-dire qu'en multipliant les images, ben, on gagne encore plus en flux total. Et c'est ce qu'on va appeler, ou je vais appeler ici, l'effet de lentille forte. Donc ça demande des très fortes amplifications. Il y a d'autres effets, notamment le décalage temporel, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails pour cette présentation. On va caractériser la taille de cette région de très forte amplification, là où le facteur mu est le plus important, par un rayon qu'on appelle le rayon d'Einstein. C'est l'échelle de l'effet de lentille gravitationnelle fort. Et juste pour se représenter, donc ici on a une source, la lentille ou la masse et l'observateur. L'angle de déflexion, ça va être alpha, qui va courber notre rayon lumineux. Et dans la mesure d'Eddington, on voit pour une masse ponctuelle, l'angle alpha, il est directement proportionnel à la masse et inversement proportionnel au paramètre d'impact B. Mais pour cette même masse, on va avoir un angle qui est le rayon d'Einstein, donc en angle, qui est proportionnel à la racine de la masse et aussi au rapport des distances. Donc si on va se placer dans différentes conditions, je suis un observateur, je regarde une étoile derrière le Soleil, c'est l'expérience d'Eddington. L'angle alpha vaut 1,8 secondes d'arc, c'est très petit, mais le rayon d'Einstein, là où il y a l'effet d'amplification gravitationnelle le plus fort, est extrêmement faible. Pareil, si vous regardez une étoile derrière une autre étoile, l'effet de lentille gravitationnelle d'une étoile sur une autre est extrêmement faible, ce qu'on appelle un effet de micro-lentille. Et à l'époque, du coup, Einstein avait fait ses calculs et s'était rendu compte que c'était beaucoup trop faible pour être mesuré, ces images multiples, c'était quelque chose mathématiquement correct, mais qui était hors de portée des observations. Par contre, si on commence à regarder maintenant une galaxie qui est massive, qui va faire une déformation beaucoup plus importante, et un objet, une autre galaxie très lointaine, les rapports des distances vont être proches de 1, et la masse va être, donc on va avoir une proportion par rapport à la masse, et là, l'angle devient de plus en plus important, de l'ordre de la seconde d'arc. C'est pour ça que dans les années 1930, Fritz Zwicky a été vraiment précurseur dans ce domaine. Il a commencé à étudier les groupes et les amas de galaxies, et a identifié notamment que les amas de galaxies contenaient une très grande majorité de matière noire, donc dans ces mesures, qui n'émettaient pas de rayonnement. Et ça veut dire que ces amas de galaxies étaient beaucoup plus massifs que leur contenu en lumière visible, en galaxies visibles. Et en faisant ces calculs, on se rend compte que l'angle de déflexion et le rayon d'Einstein correspondant pour un groupe ou pour un amas de galaxies, donc un très grand nombre de galaxies, on arrive à des valeurs de l'ordre de 10 à 30 secondes d'arc. Et là, on commence à faire des images, à avoir des régions larges pour lesquelles on a une très forte amplification.
Il avait écrit donc, un texte qui était vraiment précurseur de ce qu'on va pouvoir faire, et notamment qui aboutit jusqu'au champ frontière dont je vais parler jusqu'à présent. C'est pour ça que je parle de ce texte-là. Simplement un paragraphe, mais qui nous dit déjà tout. Donc, simplement pour résumer, ça donnerait le fait de mesurer des images de nébuleuses, donc ici il faut penser galaxies, derrière des groupes ou des amas de galaxies, ça permettrait de faire un nouveau test de relativité générale, bon, ça d'accord, mais en plus ça permettrait de voir des galaxies à des distances beaucoup plus lointaines que celles qu'on peut voir avec les plus grands télescopes. On pourrait avoir une extension des télescopes actuels en rajoutant cet effet d'amplification et couvrir différents programmes de cosmologie, notamment la réionisation, mais même s'ils ne connaissaient pas ce terme-là. Ça aboutit plus récemment à des termes. On utilise maintenant le terme de télescope naturel, télescope gravitationnel, notamment Laurent Notal, en 1987, avait présenté ce terme-là, et qui préfigure donc tout ce qui va se faire par la suite. Il faudra attendre plus de 50 ans pour voir la première observation de cet effet, donc pour vous dire à quel point Fritz Zwicky était précurseur. Les images multiples, je les ai mentionnées. Donc, si on regarde une galaxie qui nous envoie des rayons lumineux dans toutes ces directions, et si on y rajoute maintenant un amas de galaxies, ce qui va se produire, c'est que les rayons lumineux vont se courber. Et si on a un alignement quasi parfait, c'est-à-dire à l'intérieur de ce fameux rayon d'Einstein, on peut avoir deux rayons de la même galaxie qui vont aboutir au même observateur. L'observateur, lui, va identifier deux galaxies sous la forme de deux images. Donc ici, c'est une simulation, mais on aboutit ici à une vraie observation. Et là, il faut me croire un peu sur parole, mais on peut prouver que cette petite tache-là et celle-ci sont en fait deux images de la même galaxie, qui est une galaxie distante, au-delà de redshift 6, qu'on a identifiée grâce à l'effet de l'antigravitationnel, donc amplifié d'un facteur au moins égal à 10. Les premières observations de ces images multiples qui ont vraiment prouvé qu'on pouvait avoir ces très fortes amplifications, ces rayons d'Einstein très importants, elles datent de 1979 avec le premier quasar double. Donc vous avez deux images du même quasar derrière une galaxie ici. Et surtout le premier arc gravitationnel. Les images multiples ne vont pas se former n'importe comment. On va avoir l'apparition d'arcs, de grands arcs, jusqu'à former des cercles complets autour d'une région qui est ici délimitée par cette ligne qu'on appelle la ligne critique. Et cette ligne-là va délimiter la région où vous avez une forte amplification autour d'un amas. Les premières observations montraient simplement la présence de ces arcs un peu distordus. Donc ça, c'était une observation faite notamment avec de l'imagerie au télescope Canada-France-Hawaï et de la spectroscopie au premier télescope au Chili, les premiers grands télescopes de 3,60 m, par notamment les travaux de Geneviève Soukaï en 1987-88. Tout ça, ça a été révolutionné par la suite, encore, dans les années 90, avec les premières observations du télescope spatial. Le télescope spatial Hubble, il a une résolution très fine. Il nous permet d'identifier des arcs, ces fameux arcs de bien meilleurs... on arrive à mieux les identifier. Vous les voyez là-haut, vous en voyez en bas. Vous pouvez en identifier un très grand nombre sur cette image. Donc l'idée de Fritz Zwicky va aller pouvoir se concrétiser. On va pouvoir utiliser ces amas de galaxies comme des télescopes naturels pour aller regarder ces galaxies avec plus de détails, plus de brillance et repousser les limites de nos télescopes. On peut simuler ce que donne un champ de galaxies derrière un amas, suivant leur position, et on peut identifier comme ça qu'autour d'un amas de galaxies, on a ces régions, ces formes en grands arcs, ces cercles, ces anneaux. Donc ça, le rayon d'Einstein est à peu près délimité par cette région-là. Et suivant la distance, on va avoir des rayons différents. On va caractériser ainsi une région, qui est la région de très forte amplification, autour de la ligne critique. On va faire, par rapport à un amas de galaxies ici, on va faire des modèles qui vont prédire la forme et la taille de cette région. Ici, c'est une carte d'amplification. Vous voyez que derrière, là où on a des grandes galaxies, il y a assez peu d'amplification. C'est en fait une région qui encercle les galaxies et dans laquelle on va avoir une très forte amplification et les images multiples vont se produire également dans ces régions-là. Les courbes que vous voyez superposées, ça montre aussi l'orientation qu'on attend pour les galaxies. Vous voyez qu'on a quelque chose un peu circulaire, ça tourne autour de la galaxie. Donc on représente ici à la fois la forme et la brillance des images qu'on va pouvoir observer. Donc les amas de galaxies comme des télescopes naturels, ça va nous permettre de repousser
l'observation des galaxies jusqu'à des très grands redshifts. On peut ici voir jusqu'à des galaxies à redshift 7, 8, jusqu'à 10. Donc des galaxies pendant l'époque d'organisation. Les amas de galaxies vont courber l'espace et produire cette forte amplification. Mais pour cela, il va nous falloir connaître très précisément la distribution de la masse et faire un modèle de l'amas lentille. Donc juste simplement l'observer, ça va nous montrer qu'il y a cet effet, mais après il va falloir le caractériser, puisqu'il va falloir annuler l'effet si on veut vraiment comprendre les galaxies qui sont très, très distantes derrière cet amas. Donc tout le travail, ça va être d'aller récupérer l'information sur cette amplification au travers des images multiples des amas. On va se baser sur le fait qu'on a la même source qui produit des images multiples. Ça nous donne un indice sur ce qui se produit en termes de lentilles gravitationnelles. Donc si on a une source ici et une distribution de masse en rouge autour d'elle, on va avoir plusieurs angles alpha qui vont produire des images multiples, θ1, θ2, θ3. Nous, on va prendre un modèle de masse, donc une distribution de masse surfacique de l'amas. On va supposer que toute la masse de l'amas de galaxie est dans un plan. C'est relativement raisonnable comme hypothèse. Et donc, l'amas de galaxies est composé à la fois de galaxies individuelles et qui font chacun de ces pics et d'une très grande quantité de matière noire qui va envelopper l'amas de galaxies et qui va rajouter de la masse jusqu'à des très grands rayons. Si on n'avait pas cette très grande matière noire, ce halo de matière noire qui s'étend très loin dans l'amas de galaxies, il y aurait vraiment impossibilité d'observer ces grands arcs et ces effets de lentilles gravitationnelles aussi forts. Quand on fait le modèle, on va prédire où se retrouveraient les positions θi chapeau, donc des images multiples qu'on a observées. On compare avec les observations et on minimise ce paramètre-là jusqu'à temps d'avoir le paramètre minimum. Et ça nous donne le modèle de masse qui reproduit au mieux un système d'images multiples. Alors généralement, on n'en a pas qu'un seul, on va en avoir de plus en plus et il va falloir comme ça arriver à bien contraindre. On utilise comme ça le centroïde des images qu'on a identifiées, mais plus généralement, on pourrait utiliser l'ensemble de la forme de chacune de ces images comme une contrainte. Pour un amas de galaxies comme celui dont j'ai parlé auparavant, on va identifier comme ça une dizaine, disons, de systèmes multiples qui sont chacun colorés ici. On va identifier ces systèmes et l'angle de déflexion va dépendre du gradient du potentiel de lentille gravitationnelle, donc de la masse, et du rapport de distance entre la lentille et la source et l'observateur et la source. Donc c'était ce qui était déjà dans les équations auparavant. Donc ce paramètre, le rapport des distances va caractériser l'effet de lentille gravitationnelle. Mais ça veut dire que donc, si on a la position des images alpha, on va avoir un renseignement sur la distribution de masse si on connaît les distances. Donc c'est important d'avoir de la spectroscopie pour bien calibrer nos modèles. Mais inversement, si on connaît une distribution de masse, on connaît un télescope gravitationnel, on l'a bien calibré. Si on voit une nouvelle image multiple alpha, on peut directement contraindre sa distance. On peut avoir une estimation de sa distance en inversant cette équation. Alors, cette technique, elle a été utilisée dès les premières images du télescope Hubble. On a commencé à identifier et notamment essayer de repousser, aller chercher les galaxies les plus distantes. Et pendant longtemps, plusieurs records de galaxies la plus distante de l'univers ont été tenus par des galaxies très fortement lentillées. Notamment, pendant un moment, la galaxie la plus lointaine était à redshift 5 par Franks et al. En 1997. C'est cet arc gravitationnel que vous voyez ici. Puis par la suite, il y a eu d'autres observations dans cet amas à Belle 2218 dont j'ai déjà présenté des images. Et cette image-là à redshift 6.8, 2004, celle-ci à 6.6 en 2002, et jusqu'à récemment avec des galaxies autour de redshift 7 et la caractérisation de la raie Lyman alpha sur cette galaxie. La situation en 2013, donc pourquoi 2013 ? Puisque c'était juste avant le début des fameux champs frontières du télescope Hubble, c'était qu'on connaissait une trentaine, je dirais, d'amas lentilles modélisés et utilisés comme des télescopes gravitationnels. Donc on commençait à avoir un petit peu de statistiques sur savoir qu'est-ce qui faisait qu'un amas de galaxies était une bonne lentille gravitationnelle. Et notamment, donc, le sondage CLASH
qui produit 25 amas de galaxies, donc qui a observé 25 amas de galaxies, a observé ces amas et elle les a caractérisés. Donc on avait une bonne statistique sur ces 25 amas. Et l'amas le principal qu'on connaissait, c'est Abell 1689, l'amas de galaxies le mieux contraint avec 35 systèmes multiples. Ce qu'on a pu utiliser avec cette statistique, c'est de voir qu'en fonction du nombre d'images multiples, la précision qu'on avait sur le modèle de masse diminuait fortement. Donc ça, c'est un petit peu évident, mais on avait une estimation de savoir combien de systèmes multiples il nous fallait pour atteindre des limites de l'ordre de quelques pourcents. C'est-à-dire qu'on avait des erreurs de l'ordre de 20% sur la masse avec un ou deux systèmes multiples, mais dès lors qu'on arrivait à 10, 20 ou 30 systèmes multiples, on arrivait à des chiffres de l'ordre de moins de 5% d'erreur sur la mesure de la masse, ce qui était important. En dessous, vous voyez le même genre de travail sur l'amplification, où l'erreur qu'on a sur l'amplification va diminuer très fortement dès lors qu'on a un nombre de systèmes multiples très important, de l'ordre de 30, 40 ou 50. Les champs frontières qui ont démarré en 2013, qui ont duré jusqu'en 2017 et qu'on continue d'exploiter, c'est l'idée de faire des observations très profondes. Très profonde ici, c'est magnitude 29 en AB, avec le télescope spatial Hubble, de 6 amas lentilles, pour un total de 840 orbites. Donc c'était un très grand programme sur le télescope spatial Hubble. C'est comparable, tout en n'étant pas aussi profond, mais comparable au champ très profond de Hubble. Mais l'idée, c'était vraiment d'exploiter au maximum ces amas lentilles. Et pour cela, il fallait que les amas lentilles qu'on utilisait ne soient pas simplement restreints à une petite communauté d'utilisateurs qui savaient exactement faire des modèles, construire les modèles, prédire la masse et l'amplification. Il fallait que ces groupes se mettent d'accord pour diffuser publiquement tous leurs modèles et les mettre en état pour toute la communauté pour pouvoir les exploiter. Donc c'était aussi produire des modèles d'amas lentilles ultra précis, ultra contraints, pour mieux prédire les effets de lentilles gravitationnelles. Les objectifs, c'était d'utiliser ça pour étudier l'univers distant, la physique des amas de galaxies et l'évolution des galaxies. Pour ce qui va nous intéresser ici, on va parler essentiellement de l'univers distant et un petit peu d'évolution des galaxies. Et à droite, vous voyez un exemple de galaxie très distante sur un de ces amas, donc au-delà de redshift 9. Les amas, ils ont été sélectionnés à des redshifts, donc le redshift de l'amas lui-même, il faut qu'il soit assez massif, donc on parle des structures les plus massives de l'univers, on parle de l'ordre de 10 puissance 15 masses solaires, donc des très très grandes structures pour qu'ils soient très massifs. Une très grande luminosité en X qui montre qu'il y a une très grande quantité de gaz, donc un très grand potentiel gravitationnel, et donc des redshifts de l'ordre de 0,3 à 0,5, là où les amas sont assez massifs et pas trop proches, puisque un amas trop proche, mais en fait, l'effet de l'antigravitationnel va diminuer. Donc, on a une distance un petit peu optimale pour aller observer un amas de galaxies qui va nous donner la plus grande amplification possible à très grande distance. Et la dernière colonne, c'était ça, en fait. C'était pour caractériser à quel point l'amas de galaxies va nous permettre d'aller chercher des galaxies distantes. On voulait à la fois avoir des galaxies observées brillantes. Brillantes, ici, on parle de magnitude plus brillante que 27. Ça reste très faible, mais c'est relativement brillante pour pouvoir faire de la spectroscopie, jusqu'à des redshifts de 10. Et donc là, c'était la probabilité de tomber, pour un de ces amas, sur une galaxie brillante à redshift 10. Et donc, on attendait au total à avoir quelques galaxies autour de redshift 10 très brillantes. Là, c'était parce que c'est le côté unique. C'est-à-dire que le champ même très profond de Hubble ne peut pas arriver, même s'il va voir une galaxie très distante à redshift 10, elle ne sera jamais aussi brillante qu'après amplification par un amas de galaxies massif. Donc les lentilles fortes qu'on a cherchées étaient connues, avec une forte région d'amplification, et des observations distantes et des opportunités de suivi importantes. On les a choisies aussi hors du champ de la Voie lactée, hors de la zone exactement de l'écliptique, donc c'est les points noirs que vous voyez ici, et pas trop au nord, pas trop au sud. Ça, c'est pour pouvoir avoir un suivi au sol important. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le télescope spatial Hubble. On a mis toute une batterie de télescopes à exécution pour pouvoir faire du suivi spectroscopique au Chili, à Hawaï notamment. La technique qui a été utilisée, c'est de combiner deux observations avec le champ visible et le champ infrarouge de la caméra, des caméras du télescope spatial Hubble.
Il se trouve que le télescope spatial Hubble, il permet d'observer simultanément 2 caméras. Donc ça, c'est le plan focal qu'il y a dans le champ de vue du télescope Hubble. En même temps, vous pouvez regarder dans le ciel à la fois dans la caméra visible et dans la caméra infrarouge. Eh bien, c'est ce qu'on a pu observer. On a pointé une des caméras sur l'amas de galaxies et un autre sur un champ qu'on a appelé parallèle. On a fait l'observation et 6 mois après, typiquement, on va inverser et on va mettre le champ visible sur l'amas de galaxies et le champ infrarouge sur le champ parallèle. Ça permet d'avoir 2 champs pour le prix d'un. On a un champ profond sur l'amas de galaxies qui est très amplifié et un champ qui nous a permis d'avoir un peu un champ de test sur champ parallèle, qui est le champ non amplifié par l'amas de galaxies puisqu'il est trop loin. Le cœur de l'amas est vraiment centré dans mon cercle jaune ici. Donc très loin, on aura très peu d'amplification. On observe ça dans 7 filtres différents qui vont du visible à l'infrarouge, donc 4 filtres infrarouges, 3 filtres visibles. Et après, on utilise la technique classique maintenant des drop-outs, c'est-à-dire de la cassure de Lyman. On va aller rechercher des galaxies qui sont identifiées dans le proche infrarouge, mais qui ne sont pas du tout visibles dans la partie visible ici. Donc on n'arrive plus à les détecter dans l'optique jusqu'à autour de 1 micron. À partir de 1 micron, on voit le continuum et donc la cassure de Lyman. Françoise a déjà montré ce type de diagramme, des diagrammes couleur-couleur, qui permet d'identifier cette fameuse cassure de Lyman à différents redshifts ici. Suivant les combinaisons des filtres, on peut aller regarder de redshift 7 à gauche, redshift 8 à droite. Et on va sélectionner donc des candidats très grands redshift parmi les images observées dans ce diagramme couleur-couleur. Les objectifs, c'était d'avoir, après l'anti-âge, un très grand nombre de galaxies en combinant tous les amas par rapport à un champ vide. Donc la fonction de luminosité en champ vide pour un champ vide nous donne cette courbe-là. L'ensemble des 6 amas de galaxies lentillés nous permettent de voir un champ qui est ici lentillé. Les 3 courbes correspondent à des modèles différents. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc des modèles de masse un petit peu différents qui prédisaient donc combien de galaxies on s'attendait, donc le nombre de galaxies sur les 6 champs observés en fonction de la magnitude. Et c'était le seul moyen, on voit ici, d'avoir au moins une galaxie plus brillante que magnitude 26, donc très brillante, à redshift 6 de manière optimiste, ou plusieurs de l'ordre de la dizaine de galaxies jusqu'à des magnitudes 26 observées. Donc après amplification. Donc ça, c'est une des possibilités de regarder les choses. On peut aussi regarder de manière intrinsèque. C'est-à-dire, une fois qu'on corrige de l'amplification, qu'est-ce qu'on va aller vraiment piocher comme type de galaxie? Les galaxies qu'on va aller chercher, c'est des galaxies qui, intrinsèquement, vont avoir des magnitudes beaucoup plus faibles. De l'ordre de magnitude au-delà de 29 par amplification, mais on peut aller jusqu'à des magnitudes de 30, 31, 32, 33. Et là, c'est encore une fois le seul moyen qu'on a d'aller identifier un petit nombre de galaxies, mais beaucoup plus loin que ce que peut nous fournir les champs les plus profonds du télescope Hubble sans amplification. Donc on avait 2 cas, optimiste, pessimiste. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas exactement quelle est la forme de la fonction de luminosité. Maintenant, on aurait des prédictions un petit peu entre les deux. Je dirais le résultat était un peu entre les deux. Donc on a fait une prise de risque un peu entre les deux. Le gain d'amplification, donc c'était le seul moyen d'aller chercher ces galaxies au-delà de magnitude 30. Et on avait aussi la possibilité d'identifier des galaxies à redshift 10, donc la courbe verte, au moins une, intrinsèquement relativement brillante après amplification. Le gain de la profondeur des images est ici très important. Donc ici, vous voyez une observation de l'amas de galaxies où j'ai augmenté un petit peu le contraste, donc on voit beaucoup le bruit d'un amas de galaxies qui a été fait avant les champs frontières, le même amas de galaxies, observé par le sondage CLASH, donc qui observait simplement 1 ou 2 orbites par filtre dans une des bandes. Donc ici, c'est une image couleur, 3 filtres, et vous voyez, vous identifiez bien les arcs, on voit bien un certain nombre de galaxies. Le gain, il apparaît vraiment au niveau de la profondeur. Les champs frontières, on voit vraiment la différence, c'est-à-dire qu'en augmentant plus d'un facteur 10 la profondeur dans chaque filtre, eh bien, à ce moment-là, on identifiait un très grand nombre d'arcs supplémentaires, notamment de ces galaxies rouges, qui sont certainement des galaxies distantes, et donc de toutes petites galaxies bleues. Voilà. Donc toutes ces petites galaxies-là, elles n'apparaissaient pas forcément dans les images précédentes. Vous auriez vraiment eu du mal à les identifier, à dire « je vois vraiment une galaxie à cette position-là ». Le problème de tout ça, c'est qu'on va avoir une très forte contamination au centre de l'amas
des galaxies d'amas elles-mêmes. Elles vont faire un halo lumineux très important qui va contaminer toute la photométrie, les mesures photométriques. C'est le désavantage d'aller observer dans un amas de galaxies. Il y a des grosses galaxies, mais ça, on pouvait s'y attendre. Mais on a utilisé donc des techniques assez importantes de modélisation des galaxies de l'amas elles-mêmes pour pouvoir soustraire leur lumière et aller regarder entre les galaxies des sources compactes, des galaxies compactes très distantes. Donc, mais ça nous rajoute une petite incertitude à ce niveau-là. La deuxième incertitude, qui est un petit peu plus forte par rapport à un champ vide, le fait de pouvoir d'avoir utilisé l'effet d'amplification, ça nous rajoute une correction supplémentaire qu'on n'aurait pas eu en champ vide et qu'on va devoir évaluer avec une très forte précision. Le plan source, c'est-à-dire le champ de vue, le vrai champ de vue qu'on va vraiment regarder dans le plan source, est beaucoup plus petit. C'est comme si vous chiffonniez un petit peu votre image, une image rectangulaire ici. Le plan source intrinsèque observé derrière un amas de galaxies, il est beaucoup plus petit parce que l'effet de télescope gravitationnel va faire un effet zoom. Il va étendre tout ça. Si vous regardez un champ de cette taille-là, en réalité, il est beaucoup plus petit. Donc on va avoir une réduction de la surface qui est du même ordre de grandeur que le facteur d'amplification. Donc ça va nous gêner un petit peu, mais d'une part parce que le nombre de galaxies qu'on va voir, on pourrait se dire il va être plus petit, mais comme on va plus profond, on va aller voir d'autres galaxies, donc on va gagner et on va perdre. Le bilan final, ça va dépendre des cas. La fonction de luminosité, si on regarde une fonction de luminosité ici, qui est la courbe solide qui nous montre le nombre de galaxies par volume d'univers en fonction de la luminosité, ici c'est simplement symboliquement. L'amplification, ça va nous repousser la fonction de luminosité vers une partie brillante, mais la réduction de surface va nous diminuer la fonction de luminosité. Et suivant la pente de la fonction de luminosité, dans certains cas on gagne, dans certains cas on perd en termes de nombre de galaxies. Généralement, on va avoir ce qu'on appelle un biais positif ou un biais négatif de l'amplification qui va nous faire gagner ou perdre en nombre de galaxies. Mais je dirais que dans tous les cas, on gagne, puisque même si en nombre, on a à peu près le même nombre de galaxies, au final, on va aller regarder des galaxies différentes, on va aller regarder des galaxies plus faibles, et même si on a le même nombre de galaxies, finalement, on regarde autre chose, on regarde un autre espace des paramètres. Le volume qui va nous intéresser pour faire nos calculs, ça va être ce volume-là, qui va considérer la probabilité de détection en fonction de la magnitude et de l'amplification, et l'angle solide, donc le plan source correspondant. Donc la taille du plan source, ça va être très important de bien la connaître pour pouvoir dire j'ai observé 3 galaxies, mon plan source il a cette taille-là, la densité est de temps. Je divise le nombre de galaxies par le volume pour avoir la densité. Pour les champs frontières, on a quand même une variation assez forte. Ici, vous voyez les 6 champs frontières. En rouge, le champ observé, et en bleu coloré, en fonction de l'amplification, les différentes régions en fonction de l'amplification. Et on voit l'équivalent des lignes critiques dans le plan source, qu'on appelle les lignes caustiques. Ce sont des régions dans le plan source où vous avez une très forte amplification qui apparaissent. Pour certains amas, le facteur de réduction de surface est très fort, de l'ordre d'un facteur 10 ici. Et dans certains autres, c'est plutôt de l'ordre d'un facteur 2 ou 3. Donc on avait quand même aussi une variation d'un amas à l'autre. Pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, et surtout parce que la communauté, d'une manière générale, même celle qui n'avait pas l'habitude d'utiliser les amas lentilles, avait besoin de cette information-là, tous les groupes qui travaillaient habituellement sur les amas lentilles à faire des modèles de masse, comme le groupe qui existe à Lyon, qui utilise ici le logiciel LensTool, a produit des modèles, ce qu'on appelle modèles paramétriques ou non paramétriques, donc avec différentes approches. Donc des modèles qui utilisent soit une approche analytique pour dire l'amas de galaxies est composé de galaxies et d'un halo de matière noire et j'ai des formes analytiques et je modélise ça, ou bien non paramétrique qui nous dit simplement je dis que j'ai une grille de masse et je cherche à contraindre chacun des points de ma grille de masse, pour simplifier. Et vous voyez, en fait, il y avait à peu près entre 5 et 10 groupes, ça a varié en fonction des champs frontières, entre les premiers et les derniers. Donc 8 équipes différentes environ d'experts en lentilles gravitationnelles qui ont fourni publiquement des modèles de masse pour les amas des champs frontières en constante amélioration selon les discussions et les nouvelles données. C'est-à-dire que non seulement on a regardé les observations, on a fait nos modèles, mais en plus on a dialogué entre nous et on a commencé non pas à faire notre modèle dans notre coin, mais vraiment à partager. Et ça a vraiment aussi révolutionné, je dirais, la manière de travailler de ces différents groupes qui ont vraiment travaillé différemment, fourni des cartes publiques, etc. Donc ça, c'était vraiment très important pour la communauté également. Je dirais qu'il y a un avant et un après.
Donc, ce qu'on a appelé l'initiative des champs frontières, c'est la coordination de tout ce travail-là. Et notamment, on a utilisé des simulations pour lesquelles on connaissait très précisément la distribution de masse. C'était une simulation mathématique qui nous dit le halo, donc à partir de simulation N-core, on avait une distribution de masse très précise, un effet de l'antigravitationnel très précisément calculé, et on a fabriqué des fausses observations sans nous dire quelle était la vraie distribution de masse. Et nous a dit, allez-y, essayez de retrouver la distribution de masse. Et on a permis comme ça d'évaluer, de recalibrer comment chaque groupe faisait ses propres modèles, puisqu'on savait que ça allait être vraiment le challenge. Donc on a une distribution de sources derrière ces amas, dans ces simulations, qui ont produit ce type d'image. Donc c'est une fausse image Hubble d'un amas de galaxies pour lequel on prédit que les champs frontières fourniraient de l'ordre plus d'une centaine d'images, donc 240 images, 242 images pour 85 sources. C'est le type de données qu'on s'attendait pour les champs frontières. Donc, en attente des observations, on a commencé à travailler sur ce type de simulation pour pouvoir calibrer nos modèles, bien nous préparer à l'analyse des champs frontières et à discuter les différents groupes. Ici, vous voyez les résultats. Donc, ça, c'est la réalité, c'est cette distribution de masse-là. Et c'est comment chacun des groupes, à partir des positions des images multiples des simulations, a retrouvé la distribution de masse originelle, a dit la distribution de masse, elle ressemblerait plutôt à ceci ou à cela. Et vous voyez qu'il y a des variations, que d'un point de vue général, tout le monde retrouve à peu près la bonne forme, il y a une bimodalité avec 2 pics dans les halos de matière noire, un certain nombre de petits pics qui correspondent aux différentes galaxies, mais ce qui va vraiment varier, c'est la pente de la distribution de masse. Certains modèles chutent plus rapidement que d'autres, comme celui-ci, ou celui-là qui chute beaucoup moins vite que la réalité. C'est aussi la présence de sous-structures. Celles-ci sont vraiment très piquées, d'autres sont beaucoup plus lisses. Voilà. Donc on a eu des variations et on a comparé les modèles suivant un certain nombre de paramètres. Donc ici, vous voyez pour 2 amas de galaxies simulées, bleu et rouge, comment chaque équipe s'est débrouillée pour retrouver le profil de masse, l'amplification, la convergence, l'orientation, etc., etc. Sur différents paramètres, plus on est proche du cercle, plus on est proche de l'hexagone, je dirais, du pentagone ici, pardon, octogone, heptagone, correspondant ici à ces points de critères, plus les modèles sont performants. Donc on a certains modèles, notamment les modèles analytiques qui sont ici, étaient beaucoup plus performants que les modèles non paramétriques qui ne faisaient pas d'hypothèse sur la forme des halos de matière noire. Alors, est-ce que ça vient des simulations qui sont les mêmes hypothèses qu'on va utiliser pour nos modèles ou est-ce que les vraies observations seront de ce type-là? Ça, on a toujours cet inconnu-là. C'est pour ça qu'on a eu 2 modèles différents qui donnent des résultats assez différents là-dessus. Néanmoins, les modèles paramétriques se montraient généralement plus aptes à retrouver les propriétés des amas simulés. Je vais retourner sur les observations. Et ici, on peut regarder pour un des amas comment le modèle de masse a été modifié avant et après les champs frontières. Avant les champs frontières, on a été chercher dans les images qui n'étaient pas très profondes le plus d'images multiples possibles et on trouvait de l'ordre de plus de 50 images. Et également, j'en ai pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle l'effet de lentille faible qui montre les distorsions de faible niveau à très grand rayon. Et là, le nombre de galaxies est très important. Savoir une très grande densité de galaxies faibles dans le champ des amas, c'est très important. Donc avant les champs frontières, on avait de l'ordre de 50 images multiples et 50 galaxies par arc minute carré. Après les champs frontières, on est passé de l'ordre de 180 images multiples, qui est proche de ce qu'on avait dans les simulations, et plus du double de galaxies par arc minute carré en termes de l'effet de lentille faible, donc des faibles distorsions au-delà du cœur de l'amas. La clé, après tout ça, c'est d'avoir la confirmation spectroscopique de toutes ces images multiples. Comme je vous ai dit, pour bien calibrer un amas de galaxies, il faut connaître à la fois les positions des images et les distances pour pouvoir retrouver le potentiel gravitationnel. Donc, identifier par le redshift de toutes ces images multiples, confirmer spectroscopiquement le redshift, donc la distance, ça va nous permettre de mieux contraindre les amas. On va pouvoir confirmer qu'on est vraiment devant une image multiple, puisque simplement, sinon, on regarde simplement à l'œil que les 2 images ont à peu près la même morphologie et la même couleur, mais avoir le spectre en plus, c'est important pour bien confirmer ça. Mesurer le redshift pour calibrer le modèle de lentille,
Et en bonus, on peut aussi faire ce qu'on appelle de la tomographie lensing, de la tomographie par l'antigravitationnel, en ayant plusieurs sources à différents plans pour mesurer la cosmologie. Mais ce n'est pas le thème des sources de l'organisation. Pour la confirmation spectroscopique, on va utiliser des méthodes classiques. Et au début, on a commencé par ce qu'on appelle des masques multifentes, c'est-à-dire qu'on va mettre une fente d'un spectrographe sur chacun de ces objets. On peut construire un masque qui permet de combiner et avoir un spectre simultané de l'ordre d'une dizaine de galaxies dans le cœur d'un amas. Donc ça, c'est relativement efficace. C'était l'époque, dans les années 2000, c'est ce qu'on avait de mieux. Mais vous voyez que par rapport au nombre de cercles rouges existants, on n'en a fait qu'une dizaine. Donc on repart et on refait un autre masque et on va en fabriquer un autre comme ceci et on en fait 10 autres. Et on continue à faire des observations comme ça et on essaie d'en avoir le plus possible. La limite, c'était de l'ordre de dizaines ou une vingtaine d'images pour lesquelles on pouvait avoir un spectre. Par la suite, il y a eu le développement de nouveaux spectrographes, notamment intégral de champ, de très grands champs. Un spectrographe qui s'appelle MUSE, qui permet d'avoir une meilleure efficacité, c'est-à-dire qu'en 2 pointées d'observation, vous avez la spectroscopie dans toute cette région-là, puis dans toute cette région-là. Donc en 2 observations, vous couvrez quasiment toutes les images multiples du cœur d'un amas. Et ça, c'est vraiment toute l'efficacité. Donc l'instrument s'appelle MUSE, Multi-Unit Spectroscopic Explorer. Il a été mis en place en 2014, donc c'était parfait pour aller commencer à faire l'exploitation des premières observations des champs frontières de Hubble, des frontier fields. Donc vous voyez l'instrument à quoi il ressemble, on ne fait pas dans l'esthétique. Donc l'instrument a été piloté à Lyon par notre institut, mais en collaboration avec d'autres instituts en Europe. Donc on a été le mettre en place en 2014 et il est en exploitation depuis ce jour-là. On exploite le temps garanti d'observation, notamment, donc je coordonne tout le programme d'observation sur les champs frontières avec mon équipe. Les premières observations, toutes premières observations de tests de l'instrument ont permis de montrer pour un des amas qu'on pouvait faire un spectre sur tous les objets où vous avez une croix ici. Vous avez les galaxies distantes qui sont mesurées ici en rouge, des galaxies proches en bleu. Toutes les croix jaunes sont des galaxies, des images multiples pour lesquelles on a un spectre. Et en vert, c'est les galaxies d'amas pour lesquelles on a également un spectre. Donc en fait, quasiment toutes les galaxies que vous voyez sur cette image, on peut en faire un spectre. Pourquoi? Parce que l'instrument va vous donner en fait un cube d'informations. Vous avez en chaque point le spectre. Donc à la fin, vous récupérez un gigantesque cube d'informations. Vous avez l'information spatiale dans un sens, l'information spectrale dans l'autre. Vous pouvez vous déplacer et soit faire un spectre d'un objet qui vous intéresse, soit faire une image d'une zone qui vous intéresse et regarder toute l'émission qui se trouve simplement dans cette couleur-là particulière, notamment les raies en émission. C'est ce que je vous montre ici. Les images multiples, on va essentiellement les identifier par leurs raies en émission, de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone. Et ici, vous voyez là, une cartographie de toutes les images en les empilant qu'on a de l'hydrogène, du carbone ou de l'oxygène. On voit des grands arcs et des images multiples. Chaque fois que vous voyez un numéro qui dit 2.2, 2.3, 2.1, 2.2, c'est la même galaxie en fait. Et on peut comparer ici les spectres et prouver qu'on a devant des images multiples puisque 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ont exactement la même signature spectrale. On voit ici la signature d'une galaxie en Lyman alpha à redshift autour de 6. Et donc vous n'en avez pas une, vous en avez 5 pour le prix d'une et vous pouvez empiler tous les spectres et avoir un spectre encore moins bruité, beaucoup plus brillant. MUSE dans les champs frontières, on a fait aussi des mosaïques et ici c'est toute la spectroscopie qu'on a pu avoir sur un de ces champs frontières, Abel 2744. Et pour vous montrer, par rapport, donc c'est les travaux de mon étudiant Guillaume Malheur, vous pouvez voir que par rapport à ce qui existait auparavant, donc pré-frontier fields, pré-champ frontières, on connaissait 18 systèmes multiples avec 55 images. C'était le Graal à l'époque, en 2014, donc avant que les premières observations frontier fields soient observées. Par la suite, on est passé de 60 systèmes multiples et 188 images, pour lesquels on avait 29 systèmes, dont 83 avec spectroscopie. Donc ça a vraiment changé les choses. Et au niveau des mesures, on pouvait non seulement corriger certaines identifications qui étaient mauvaises. Donc pour ce système multiple, on pensait que l'image de ce système était ici. En fait, les nouvelles observations champ frontière et le spectre MUSE nous ont montré qu'en fait, l'image était un peu à côté. Donc ça a changé un petit peu notre modèle, évidemment. Les profils de masse, on a pu les mesurer, notamment les travaux de Mathilde Josac, ma collaboratrice à Durham,
qui a identifié tous ces modèles, a fait des modèles de profil de masse de ces amas de galaxies pour aller identifier quel était le contraindre au mieux le profil de masse en densité en fonction du rayon. Donc ça, c'est lié aussi à l'amplification. Donc on a pu comme ça estimer de la masse avec une erreur statistique plus faible que 1%, et l'amplification en incluant les systématiques de l'ordre de 2%. La fonction de luminosité, maintenant, on va pouvoir se replonger sur les sources de l'organisation, puisque c'était notre objectif à la base. On a des modèles, on arrive à bien contraindre nos modèles de masse, on va pouvoir aller rechercher nos galaxies distantes, faire utiliser la technique des drop-out, et ça, c'est sur un amas de galaxies, c'est avant les champs frontières. Le type de contrainte, on voit que les champs vides permettaient d'aller jusqu'à autour d'une magnitude moins 17 au plus faible. Et dans les amas lentilles, on avait vraiment du mal à aller chercher au-delà de moins 17, puisque la profondeur n'y était pas. En poussant les champs frontières à une profondeur quasiment celle des champs les plus profonds de Hubble, et en rajoutant l'amplification, ça nous a permis de contraindre et aller au-delà de moins 16, avoir des contraintes bien meilleures avec des barres d'erreur moins fortes, jusqu'à des magnitudes de l'ordre de moins 15, moins 16, avec une bonne contrainte. Puis certains groupes ont essayé d'aller encore plus loin, aller prendre un petit nombre de galaxies, mais si vous prenez un petit nombre de galaxies et si vous repoussez encore plus loin en amplification, votre volume effectif va devenir extrêmement petit. Et si vous divisez 1 par quelque chose de tout petit, vous obtenez quelque chose de très très fort, donc vous avez un risque de partir sur des densités extrêmes, puisqu'il faut vraiment estimer votre volume très précisément et avoir une complétude du nombre de galaxies que vous regardez bien connue. Donc l'incertitude qu'on a sur l'amplification va jouer un rôle très important. C'est-à-dire que si vous imaginez la vérité, c'est ça en termes d'amplification, c'est-à-dire que les régions de forte amplification font des lignes, des régions un petit peu des surfaces comme ça, vous simulez des galaxies, il y a très peu de probabilité d'avoir une galaxie extrêmement amplifiée, puisque le volume correspondant est tout petit. D'accord ? Vous n'avez quasiment aucune chance qu'une galaxie soit amplifiée d'un facteur plus grand que 100. Mais si votre modèle est pas complètement précis, se rapproche mais n'est pas exactement ça, eh bien, cette erreur va vous biaiser le résultat et vous allez penser qu'une galaxie se retrouve à une amplification extrême d'un facteur 100, alors qu'en réalité, elle est plutôt d'un facteur 20 ou 30. Donc, on va appliquer comme ça des techniques pour essayer de corriger ce biais et de corriger le fait qu'entre l'amplification du meilleur modèle, du modèle médian, en comparant les modèles de différents groupes, et la réalité en simulation, on a cette correction, et en appliquant cette correction, on peut corriger ce biais systématique. Et donc, certains groupes qui ont trouvé des densités extrêmes de galaxies donc très fortes jusqu'à des magnitudes de l'ordre de moins 13, on a pu comme ça corriger et avoir de meilleures estimations de la fonction de luminosité jusqu'à des magnitudes autour de moins 13. Néanmoins, si on veut faire le travail complet, il faut faire plusieurs fois le travail, n fois le travail, c'est-à-dire appliquer notre modèle, et après, en aveugle, utiliser le modèle d'une autre équipe et appliquer le même résultat pour bien comparer et voir si on a des différences. Et c'est le travail qu'on a fait avec Hakim Atek, de l'Institut d'astrophysique de Paris, avec lequel on a observé un certain nombre de galaxies identifiées par la technique des Lyman break. On avait leur amplification, on connaît la déflexion, on connaît les images multiples, on retrouve les positions dans le plan source. Eh bien, à la place de ces sources observées, on va mettre un très très grand nombre de galaxies simulées et on réapplique la partie inverse, on fait des observations simulées et on recherche à détecter ces galaxies-là, ces fausses galaxies. Donc quand on fait tout ce travail pour notre modèle, mais aussi en supposant qu'on avait pris un autre modèle d'une autre équipe, ça nous permet de vérifier que ce n'est pas notre modèle qui va nous biaiser le résultat. On a vraiment un résultat qui combine le travail qui a été fait avec les différentes approches des modèles. Et on obtient ce résultat-là que Françoise a déjà montré dans ses premiers transparents, c'est-à-dire que dans la partie faible de la fonction de luminosité, eh bien, vous avez des différentes contraintes, c'est-à-dire que si on suppose que la fonction de luminosité, c'est une fonction Schechter, eh bien, le résultat vous dit que la fonction va continuer jusqu'à au moins une magnitude moins 13, mais on peut très bien imaginer, et on peut s'attendre à ça, qu'il y a à un moment une cassure.
un rebroussement de la fonction de luminosité, puisqu'il n'y a pas forcément de raison qu'il y ait des galaxies jusqu'aux plus faibles masses. Les galaxies naines, au bout d'un moment, il y aurait peut-être une inefficacité pour les former, peut-être que le nombre de ces galaxies va chuter. On s'attend à ce qu'il y ait à un moment donné un rebroussement de la fonction de luminosité, donc une chute. Donc si on paramétrise ce rebroussement comme ça au-delà de magnitude moins 16, et on recherche à voir si le meilleur modèle, c'est plutôt celui qui a un rebroussement ou celui qui n'a pas de rebroussement, on ne peut pas vraiment faire de distinction. Donc le résultat de tous ces travaux, ça a été de montrer que jusqu'à moins 15, tout le monde est vraiment d'accord. Et on a quand même repoussé de moins 16,5 à peu près les champs les plus profonds de Hubble sans l'antigravitationnel autour de moins 15. Au-delà de moins 15, je dirais pour l'instant, on est encore dans l'inconnu. Bon, il nous reste toujours des choses à découvrir, hein, heureusement, parce que c'est pour ça qu'on va continuer à travailler et à utiliser d'autres instruments. Mais vous voyez un petit peu, et suivant le modèle de lentille qu'on a utilisé, ce résultat-là était très différent. C'est pour ça qu'on a vraiment considéré que jusqu'à moins 15, c'était vraiment la limite jusqu'à laquelle on peut être vraiment précis sur la fonction de luminosité. Donc, moins 15 se retrouve ici. Donc, moins 13, vraiment, on est dans une zone qui est vraiment très, très incertaine, je dirais. La dernière frontière, c'est on peut aller jusqu'à des redshifts 10 ou au-delà. On va aller chercher donc les galaxies les plus lointaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ces galaxies, elles sont très peu nombreuses, elles sont difficiles à vérifier. Est-ce qu'on est vraiment devant une galaxie à redshift 10 ou ce n'est pas un contaminant? Et là, l'effet de l'antigravitationnel, on va l'inverser. C'est-à-dire qu'on voit une image multiple, et le modèle va nous dire quelle est à peu près sa distance. Donc on peut avoir une preuve non spectroscopique, c'est-à-dire simplement géométrique, du fait qu'on est devant une galaxie très distante. Donc ça, c'est important, sachant qu'on va pouvoir comme ça se rapprocher des contraintes de Planck sur l'ionisation en termes du nombre de photons ionisants produits. Je vais aller un petit peu plus vite pour pouvoir vous parler un petit peu plus de la dernière partie de la spectroscopie. Donc les limites actuelles des résultats photométriques, les détections Hubble des galaxies distantes restent majoritairement des candidats photométriques. Donc un suivi au sol nous permet de confirmer les candidats avec l'arrêt de l'hydrogène, qu'on peut aller jusqu'à voir dans le domaine visible jusqu'à redshift 7 ou l'infrarouge au-delà, et notamment mesurer la prédominance de la raie Lyman alpha à très grand redshift, c'est une des contraintes de l'arénisation. À l'approche de l'arénisation, on s'attend à ce que la raie Lyman alpha disparaisse, on a de plus en plus de mal à l'identifier. On va construire comme ça la fonction de luminosité, non pas Lyman break, mais Lyman alpha. Et c'est les contraintes qu'on a actuellement dans champ vide, en champ bande étroite, nous donnent des contraintes jusqu'à des luminosités Lyman alpha de l'ordre de 10 puissance 42 R par seconde. Mais si on utilise maintenant les champs profonds de Muse, sans l'antigravitationnel, on peut aller avec en 10 ou 30 heures jusqu'à 30 heures de Muse, on peut aller détecter des raies Lyman alpha jusqu'à des luminosités de 10 puissance 41. Muse, c'est vraiment la machine à identifier de la raie Lyman alpha. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que pour les images multiples, vous pouvez identifier des images multiples, confirmer que vous avez le redshift, puisque par spectroscopie, par la raie Lyman alpha, vous avez exactement le redshift. Et du coup, on peut confirmer qu'on a des galaxies qui ne sont pas du tout visibles, même dans les champs frontières, même en empilant toutes les images possibles. C'est-à-dire qu'on est devant des galaxies qui sont extrêmement faibles d'un point de vue, on est bien en dessous de magnitude moins 13 pour ce type de galaxies. Ça reste un petit nombre d'objets, néanmoins ça vous montre à quel point la sensibilité à la raie spectroscopique est très importante. La fonction de luminosité Lyman alpha, donc on va pouvoir la contraindre avec l'effet de l'antigravitationnel. Donc on va prendre les champs Muse et toutes les raies Lyman alpha qu'on a identifiées. Et donc les travaux notamment de Geoffroy de Lavioville, qui est à Toulouse, a permis de mesurer par rapport aux champs en bande étroite. Vous avez les champs les plus profonds Muse, et par la suite Muse et l'effet de l'antigravitationnel qui permet de repousser jusqu'à à peu près 10 puissance 40 et demi en termes de luminosité Lyman alpha. Donc c'est la limite actuelle qu'on a sur ces sources-là. Donc trouver les sources de la réionisation jusqu'à redshift 6 avec la raie Lyman alpha, donc confirmée spectroscopiquement. Ce qui est intéressant, c'est non seulement on a une raie, mais on peut étudier l'environnement, ce qui environne cette raie. Et avec Muse, comme on a à la fois de l'imagerie et du spectre, on peut faire une imagerie Lyman alpha de toutes les galaxies qu'on a détectées avec Muse. Et ce qu'on s'est aperçu en champ vide, c'est que chaque fois que vous voyez une galaxie très distante et vous la regardez avec vos lunettes Lyman alpha,
vous commencez à identifier qu'il y a tout le milieu environnant de la galaxie, ce qu'on appelle le milieu circumgalactique, qui est le lieu des échanges de gaz autour de la galaxie, qui va diffuser la raie de l'hymen alpha très loin autour de la galaxie. Donc on a à chaque fois un halo, une poche de gaz qu'on arrive à identifier grâce à son rayonnement, l'hymen alpha. Et les travaux notamment de Florian Leclerc ont montré que la taille de ces halos, l'axe vertical, par rapport à l'axe horizontal, permet de montrer qu'on est à chaque fois au moins 10 fois plus grand en termes du halo Lyman alpha, en moyenne, par rapport au continuum, c'est-à-dire aux étoiles qui ont formé l'émission à l'origine. Donc l'émission Lyman alpha, elle vient des étoiles au cœur, mais elle se propage sur un halo diffus qui prend 10 fois la taille. Alors, on peut combiner les deux, c'est-à-dire mesurer les halos avec l'effet de l'antigravitationnel. Et c'est ce que différents travaux ont montré. On arrive à avoir des raies bien précises, et notamment des raies Lyman alpha à double pic, qui montrent des indices d'échappement de la fonction de la raie Lyman alpha très forte. Donc on peut avoir des propriétés physiques sur l'émission de la raie. Donc ça nous contraint la production de photons ionisants et l'échappement des photons ionisants notamment. Et à droite, vous voyez un exemple d'une image triple à redshift 6.2 pour lequel on voit légèrement que le halo Lyman alpha est étendu. Mais dans certains cas extrêmes, donc ce n'est pas un champ frontière, mais ça ressemble à un champ frontière MUSE, c'est-à-dire que c'est 10 heures de MUSE, on a pu trouver quasiment un anneau complet Lyman alpha. Donc c'est un résultat très récent de mon étudiante Adélaïde Clessens qui a montré qu'on voit des variations dans le spectre Lyman alpha à l'intérieur du halo. Et ça, c'est très important puisque ça nous permet de tester des scénarios de formation des photons Lyman alpha et de diffusion de ces photons Lyman alpha dans le milieu circumgalactique. Les galaxies qu'on va aller identifier, on peut avoir d'autres raies, notamment les raies nébulaires dans l'UV. Il n'y a pas que le Lyman alpha. Il y a un intérêt accru pour aller observer d'autres galaxies, d'autres raies, qui sont notamment les raies de carbone, carbone 3, carbone 4. Et ces raies sont très intéressantes parce qu'en plus de l'hélium-2, donc Françoise a parlé de l'hélium-2, il y a d'autres raies, comme on peut faire des diagrammes qui nous montrent la quantité de photons durs, photons ionisants dans ces galaxies, jusqu'à des valeurs assez fortes. Donc la présence de raies qui sont de carbone 4 à 48 électronvolts, même comparé à l'hélium-2, c'est vraiment extrême, ça nous montre qu'il y a un spectre ionisant très important. Et pas forcément que des AGN, ça peut être aussi des étoiles de Wolf-Rayet ou d'autres, où certainement les modèles nous-mêmes de population stellaire ne prédisent pas bien ces raies. Et donc il y a tout un travail à faire sur la modélisation des raies également dans ces spectres. Donc on voit à gauche une raie de carbone 3 à très grand redshift. On cherche aussi à redshift 2 des sources de la réionisation. Comment on fait? Simplement, on va chercher des analogues, des galaxies de très faible masse avec un rayonnement ionisant très important. Et là, on a des bien meilleures contraintes sur la fonction de luminosité. On peut aller jusqu'à des magnitudes moins 13 beaucoup plus facilement. Et donc, contraindre cette fonction de luminosité, ça nous permettrait de mieux comprendre ce qui se passe à l'époque de la réionisation. Donc on ne peut pas toutes les voir à moins 13 à redshift 7, ce n'est pas grave, on va les regarder à redshift 2, des galaxies équivalentes, grâce à l'effet d'amplification gravitationnelle. Et un résultat récent vous montre de l'imagerie sur un très grand arc gravitationnel avec 6 images. Vous voyez 6 images de la même galaxie. Et au cœur de cette galaxie, il y a un tout petit point qui se voit dans la bande en 275 nanomètres. C'est de l'UV proche, mais qui vous montre en fait directement les photons ionisants. C'est-à-dire ces fameux photons ionisants qu'on a du mal à voir échapper, on peut arriver à les identifier dans certains cas. Donc c'est un cas très très favorable où les photons ionisants, il y a certainement une percée dans le gaz qui nous permet de les voir directement. Donc on a une vision directe. Le Sunburst Arc, l'arc Sunburst, nous permet d'avoir une mesure de la fraction d'échappement. Alors je vais aller directement par la fin, je ne vais pas parler des galaxies poussiéreuses. Le télescope James Webb, c'est la prochaine étape. C'est pouvoir avoir un très grand miroir dans l'espace. On a vu ce que nous a donné Hubble. Les champs frontières nous donnent vraiment ce que va nous donner le télescope James Webb quasiment tous les jours, je dirais, en termes d'amas de galaxies. La profondeur qu'on a atteint avec Hubble dans les champs frontières préfigure ce qu'on fera constamment avec le James Webb. Et notamment, le James Webb, dès ses premières observations, va observer les champs frontières. Et donc, avec JWST et l'effet de l'antigravitationnel, on va vraiment pouvoir aller au-delà de magnitude moins 14 et rentrer dans le domaine pour lequel les galaxies vont vraiment être dans le cœur des galaxies, les sources de la réionisation. Donc, dans ce dernier diagramme, juste pour vous montrer les limites actuelles, on a Hubble et le James Webb.
Donc avec MUSE, on voit qu'on peut vraiment compléter ce que nous donne Hubble dans le visible jusqu'à des redshifts autour de 7. Au-delà, il va nous falloir aussi de la spectroscopie intégrale de champ, bien au-delà, et ça va être l'ELT, notamment le télescope extrêmement large européen, qui va, avec ses 40 mètres, nous donner la surface correspondante pour faire de la spectroscopie de ces sources de l'organisation, faire le suivi complet des sources trouvées par le James Webb. Et toujours, en appui, le télescope gravitationnel qui sera toujours là pour nous aider. Merci.